Salut Fabrice, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 consacré aux vêtements compressifs et j'ai fait à nouveau appel à toi dans le cadre de ces Scientific Day pour parler cette fois des vêtements compressifs et de la récupération. On a parlé vêtements compressifs et performance la semaine dernière, l'épisode est déjà en ligne pour ceux qui veulent l'écouter. Et aujourd'hui, on va parler récupération. Donc si tu veux, tu peux nous dire, tu peux redire 2 mots sur qui tu es pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode 1. Ouais, bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Donc Fabrice Vercrussen, je suis maître de conférence à l'UFR STAPS de Toulon depuis 2005. Je suis un passionné de physio de l'exercice. Et donc j'ai travaillé quelques années avec l'équipementier Salomon, notamment sur le port des vêtements compressifs, leur impact à l'exercice et dans le domaine de la récupération. Et donc, c'est un plaisir de renouveler cette expérience avec vous, notamment sur cette thématique. Merci beaucoup pour ton temps. Alors, les personnes qui viennent de qui ont écouté l'épisode jusqu'ici, ils m'ont entendu raconter que apparemment les compressifs, c'est pas pareil à l'effort qu'à la récupération, et que porter des vêtements compressifs en récupération peut, dans certains cas, il y a des cas où c'est plus efficace, des cas où c'est moins efficace, mais peut améliorer la récupération. Là, pour l'instant, je te vois hocher de la tête, donc je vais partir du principe que tu es plutôt d'accord avec moi. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu en penses de ça? Et si c'est effectivement le cas, si c'est plutôt efficace, déjà pourquoi? Qu'est-ce qui explique que les vêtements compressifs améliorent la récupération des gens? Alors c'est vrai que dans l'épisode antérieur, il était question d'absence de consensus scientifique sur le port de vêtements compressifs à l'exercice, notamment sur des indicateurs de performance ou des indicateurs physiologiques. En revanche, en récupération, ça fonctionne un peu mieux. Alors, ça fonctionne un peu mieux parce que tout simplement, l'organisme n'est pas confronté à l'activité musculaire et aux contraintes imposées par la course à pied, que ce soit en trail ou en course à pied traditionnelle sur le bitume. On est sur des postures qui sont complètement différentes et qui se rapprochent un peu plus de celles du repos finalement. Et donc, il y a un réel intérêt et les données de la littérature vont dans le bon sens, on va dire, dans la bonne direction, avec des résultats qui sont significatifs de plus en plus. Au regard des dernières datas. Il faut toujours focaliser sur les bons indicateurs. Quels sont les indicateurs les plus pertinents à visualiser sur la période de récupération? Quels sont les outils qui permettent de quantifier les paramètres et surtout dans quel contexte? Parce qu'en fait, il y a une multitude d'études sur la compression utilisant des exercices à dominante excentrique, des exercices de résistance, des exercices avec le corps entier, etc. Donc, il faut donc se servir de toute cette masse de connaissances pour arriver à des conclusions qui peuvent intéresser l'athlète. Donc, merci aux revues de la littérature, les revues systématiques et puis les méta-analyses qui donnent un message assez clair sur le port de ces vêtements compressifs. Je profite de ce que tu viens de dire pour rebondir. Dans une des études que j'ai discutées juste avant, la méta-analyse que moi j'aime bien de Brown et collaborateurs de 2017, ils ont fait plein d'analyses de sous-groupes après justement pour dire ok, les compressifs peuvent être intéressants, mais comme tu dis, ça a été étudié dans tellement de contextes différents que peut-être qu'il y a des endroits où ça marche mieux que d'autres. Et ce qu'ils avaient l'air de mettre en avant, tu pourras confirmer ou infirmer, c'est que les compressifs semblent plus efficaces quand il y a eu un exercice avec des dommages musculaires induits, quand le muscle a été, entre guillemets, traumatisant. Il parle d'exercice avec un stress à dominante musculaire, comparativement à un exercice à stress à dominante métabolique. Donc, il comparait des études, par exemple, 40 km à vélo versus exercice excentrique. Et il semblait dire que c'était plus efficace quand il y avait, par exemple, de l'excentrique, donc du dommage musculaire. Est-ce que toi, c'est un peu à ça que tu pensais quand tu as donné ta réponse juste avant? Oui, alors moi, ça me fait toujours penser au modèle de descente qu'on a utilisé dans nos études. Le modèle de descente, c'est un modèle excellent pour induire une fatigue neuromusculaire et donc des dommages musculaires qui se manifestent dans in situ, mais également dans les heures qui suivent l'exercice traumatisant. Alors pourquoi j'utilise souvent ce modèle? Parce que c'est un modèle où les contractions musculaires à dominante excentrique sont répétées
et sont prolongés. Et par conséquent, vont générer une certaine quantité de dommages musculaires assez vite. Donc, en 30-40 minutes, on est capable de répliquer l'équivalent d'un trail couru au taquet, entre guillemets, d'1h30, 2 heures. Voilà. Donc, c'est plutôt efficace comme modèle. Ça se pratique en laboratoire parce que il faut mettre en place un protocole particulier avec des pentes, des intensités, etc. Donc, nous, on avait travaillé, par exemple, à moins 15%. Marlène Giandolini avait simulé, alors elle, in situ, en faisant partir ses trailers du haut de la montagne jusqu'en bas. Donc, c'était une descente qui avoisinait à peu près les 35-40 minutes, mais avec des dénivelés encore plus importants et avec des dommages musculaires encore plus substantiels, voilà, plus importants également. Donc, c'est un bon modèle pour étudier la récupération. Parce que derrière, on peut mettre en place des protocoles de récupération. On a une fenêtre temporelle qui est assez intéressante sur les 6 heures qui vont suivre l'exercice. Alors là, on parle pas du tout de nutrition, où on a une fenêtre métabolique de resynthèse du glycogène là pendant les 2 heures post-exercice. Là, la fenêtre temporelle, elle est beaucoup plus importante et on peut aller jusqu'à 6 heures, mais également jusqu'à 24 heures. On a vraiment une plage de 24 heures. Mais j'ai envie de dire que plus on se rapproche de la fin de l'exercice, plus le port des vêtements compressifs est intéressant. C'est assez intéressant ce que tu viens de me dire, puisque pareil, encore dans la méta-analyse de Brown, où ils ont fait vraiment plein de sous-groupes différents, ils montraient que les meilleurs effets étaient entre 2 et 8 heures de port décompressif. La deuxième taille d'effet, la plus grande, l'effet le plus important était entre 8 et 24 heures. Et au-dessus de ça et en dessous, il manquait d'effet. Pas d'effet quasiment quand c'était moins de 2 heures de port. Et au-delà de 24 heures également, c'était plus petit. Il semblait dire, eux, que entre 2 et 8 heures, c'était le mieux pour porter les compressifs. Donc là, il semblerait que c'est un peu ce que tu soulignes toi aussi dans ce que tu viens de nous expliquer. Ouais, tout à fait, ouais. Et ces effets sont notables, notamment sur les marqueurs indirects des dommages musculaires. Donc, on retrouve bien sûr les douleurs musculaires ressenties Mhm. que j'ai évoquées précédemment. Les DOMS, les Delayed Onset Muscle Soreness, en fait, ce sont des douleurs musculaires retardées dans le temps qui émergent et qui sont consécutives de l'exercice qui vient d'être réalisé. Je suis désolé, je te coupe. Est-ce qu'on peut dire, si on peut vulgariser, on peut dire que c'est des courbatures? Ces DOMS, c'est Ouais, un synonyme serait courbature? ouais, tout à fait, ouais. Courbature, après, on parle de courbature quelques heures après l'exercice quand même, hein. Ok, On parle pas de courbature immédiatement après l'exercice. ok. Après l'exercice, on a des douleurs musculaires, certes, hein, voilà, on a tous l'expérience d'avoir vécu des courses à pied de descente, notamment à partir d'un trail. Mais là, on est plus dans le contexte de douleurs musculaires. Et puis après plusieurs heures post-exercice, on parle de courbatures, puisqu'on a des douleurs musculaires, mais avec une réponse inflammatoire qui intervient. Et c'est toute une nouvelle sémantique qui émerge à ce moment-là. Oui, on peut parler de courbatures musculaires, donc avec des pics qui sont observés à 24-48 heures post-exercice. Tout dépend des contraintes de l'exercice, de la durée de l'intensité de l'exercice. Voilà. Mais je reviens sur Ouais, les ouais. indicateurs qui sortent bien au niveau des statistiques, hein. On a des douleurs musculaires ressenties, donc il y a vraiment un effet de la compression sur ce paramètre-là. Également, certains métabolites qui peuvent être regardés. Puis après, on a des indicateurs de performance aussi, tout simplement avec des sauts verticaux, tu sais, qui sont réalisés après l'exercice et qui sont très impactés par l'exercice préalable. Donc, Ok. le simple fait de porter de la compression pendant la récupération peut améliorer certains paramètres qui viennent d'être évoqués. Et alors, question naïve, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un vêtement compressif va aider à cette récupération? Alors, le port de vêtements compressifs contribue à l'amélioration du processus de récupération, notamment sur les effets circulatoires. Mhm. Donc là, en revanche, l'hypothèse circulatoire est plutôt bien validée. Donc, notamment avec les dernières études de Broch, l'équipe australienne qui montre très clairement que on a une amélioration du retour veineux, du débit sanguin après avoir porté des vêtements compressifs. Après des exercices traumatisants, de manière moins marquée, mais on peut avoir un effet atténué des vibrations musculaires, puisque le fait de porter des vêtements compressifs permet d'immobiliser les masses musculaires, même en situation de repos, lors du déplacement et autres. Et par conséquent,
peuvent améliorer, par exemple, la capacité du sujet à sauter quelques heures après l'exercice. D'ailleurs, ça avait été même montré dans certaines études, sans fatigue préalable, le simple fait de porter un manchon de compression permettait de gainer, permettait d'immobiliser la masse musculaire, permettait de réduire les vibrations et par conséquent contribuer à l'amélioration du saut vertical. Donc, on a plusieurs paramètres qui sont améliorés effectivement en phase de récupération. L'hypothèse circulatoire semble être de plus en plus validée. L'hypothèse vibratoire est encore présente. L'hypothèse métabolique, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, elle n'est pas encore validée, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à montrer d'amélioration de l'économie de course après avoir porté des manchons de compression pendant la phase de récupération. Comme je disais précédemment, c'est peut-être un problème de marqueur, pas suffisamment sensible au port du vêtement compressif. Donc peut-être envisager d'autres marqueurs de manière beaucoup plus localisée pour s'intéresser au port du vêtement compressif, notamment avec la NIRS. Hein. C'est ce qu'a fait l'équipe australienne de Broach. Hein. Ils ont utilisé des NIRS et puis ils se sont intéressés au patron d'oxygénation musculaire et comment ce patron s'organisait avec le port de vêtements compressifs en situation de récupération. Leur papier, je le mentionne rapidement pour les auditeurs, il est publié, si on parle du même, dans Nature Scientific Report. Donc, qui Oui, est, en 2022, là. ouais, c'est ça, qui s'appelle c'est l'amélioration est due à du blood flow, donc du flux sanguin et pas un effet placebo. Et ouais, Nature Scientific Report, c'est quand même un journal qui est assez coté, donc c'est une belle publication. C'est là que tu penses, je pense, c'est une belle publication. Ouais, tout à fait. C'est un papier qui a été publié récemment, ouais. Ouais. Je fais un petit point avec des choses qu'on peut trouver sur Internet ou de manière générale quand tu lis un peu partout. J'ai déjà vu des endroits où ils disaient qu'il fallait pas porter des vêtements compressifs en récupération plus de 2 heures, plus de 3 heures, qu'il y avait éventuellement des risques par la suite, mais sans expliquer pourquoi. Alors évidemment, c'est des informations qui sont pas sourcées. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Il y a un risque à porter les vêtements plus que 2, 3. Alors, nous, on a mentionné 2 à 8 heures là juste avant, on a parlé de 6 heures. Il y a un risque à les porter plus ou pas spécialement? Non, il n'y a pas forcément de risque. Moi, c'est ce que je préconise assez souvent d'ailleurs aux athlètes, de porter des vêtements compressifs plusieurs heures et même voire la nuit. Tout dépend de l'intensité des dommages musculaires. Tout dépend du challenge physiologique et mécanique que l'on a vécu auparavant. Mais moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de dormir avec des manchons de compression. Il n'y a pas véritablement de contre-indication chez le sujet entraîné. Il y a de plus en plus d'études qui focalisent d'ailleurs sur une durée de port de compression de plus en plus importante, allant jusqu'à 24 heures quand même, hein, donc incluant la phase de sommeil. Alors, c'est peut-être une stratégie qui peut aider, et je le répète bien, tout dépend de la manière dont on a vécu l'exercice, quel type d'exercice on a vécu. Donc, on s'interroge aux dommages musculaires qui ont été générés. C'est sûr qu'après un ultra trail, on sait pertinemment que les dommages musculaires sont importants. Donc, porter des manchons compressifs me semble en tout cas pertinent pour ce type d'athlète, notamment pour retrouver une certaine fraîcheur. Parce qu'on l'a tous vécu, quand on porte des manchons compressifs en phase de récupération, on a l'impression d'avoir des jambes un peu plus légères. Alors bon, c'est très subjectif, hein, j'entends bien, mais on a vraiment cette impression-là. Et notamment dans la reprise de l'exercice. C'est-à-dire que quand on reprend l'exercice 48 heures après, alors de manière très adaptée, on sent bien qu'il s'est passé quelque chose quand même avec ces manchons. Alors on est peut-être sous l'effet placebo. Voilà. Il faut toujours le mettre en avant, cet effet placebo. Il existe, hein. C'est une certitude. Et donc, je remercie quand même l'équipe australienne, hein, qui a planché dessus et qui a très clairement montré que le fait de porter des manchons compressifs, alors là, c'était même plus des manchons, c'était des cuissards de compressifs pendant la phase de récupération, pendant 4 heures, permettait d'améliorer des paramètres hémodynamiques, des paramètres microcirculatoires de manière significative, et que ces effets étaient vraiment liés au port de manchon et pas un effet placebo, puisque eux l'ont testé, cet effet placebo. Bah, du coup, tu vois, typiquement, moi, c'est l'utilisation que j'en ai, c'est les cuissards, plutôt des full legs de la cheville en haut de la cuisse pendant la nuit entière. Je dors avec, et puis le matin, je les enlève.
Donc c'est pour ça que je me posais aussi un peu la question des risques si on les porte plus longtemps. Alors, si on n'a pas vécu un exercice très contraignant d'un point de Mhm. vue mécanique et d'un point de vue physiologique, bon, il n'y a pas trop d'intérêt à porter des compressions la nuit. Voilà, porter de Ah la oui. compression la journée pendant 2, 3 heures, surtout quand on travaille derrière un bureau, etc., c'est plutôt très bénéfique. Après, on peut partir tout simplement d'une situation physiologique que tout le monde connaît, hein, c'est-à-dire que quand on est allongé, on subit beaucoup moins l'effet négatif de la pesanteur sur les masses sanguines. Donc, on a beaucoup moins de charge de la pression hydrostatique. Donc, on a un retour veineux qui est facilité. Et par conséquent, on a une diminution de la fréquence cardiaque parce qu'on a une augmentation du retour veineux et une diminution de la fréquence cardiaque pour maintenir un débit sanguin constant. Donc ça, c'est plutôt intéressant naturellement quand on dort. Après, quand on se met dans la position érigée, debout, là, ça se complique un peu parce qu'on a la pesanteur qui nous tape dessus et qui va taper sur la colonne de sang. Et là, tout va s'inverser, c'est-à-dire qu'on a un retour veineux qui est beaucoup moins facilité. Et pour compenser cette altération du retour veineux, malgré l'efficacité des pompes de la semelle et des masses musculaires, notamment les mollets, ben, on a une augmentation de la fréquence cardiaque pour assurer un débit cardiaque constant. Donc, j'ai envie de dire, les choses se font bien naturellement, surtout en phase de sommeil. Mais quand on a vécu un exercice très traumatisant, bah, pourquoi pas faciliter, aider l'organisme encore à mieux récupérer, bien évidemment, avec la nutrition. J'ai une dernière question à te poser sur le compressif, sur un résultat qui m'avait surpris et je voulais avoir ton avis sur est-ce que selon toi il est à prendre avec précaution ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà entendu ou que tu peux confirmer. Dans la méthode de Brown, il mettait en avant qu'il n'y avait pas de différence en fonction de la pression appliquée. Ils ont comparé deux groupes, pression faible, alors il faudrait que je reprenne les chiffres, mais je crois que c'est en dessous de 15 millimètres de mercure, et pression forte au-dessus de 15 millimètres de mercure, et ils montraient qu'il n'y avait pas de différence significative entre pression forte et pression faible. Ça m'a un peu surpris parce que intuitivement, je me suis dit, bah, au plus tu compresses, au plus tu auras d'efficacité des vêtements compressifs. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Est-ce qu'on sait peut-être juste pas, et bah c'est pas grave, hein, on reste comme ça? Ouais, alors je pense qu'il y a vraiment une pression optimale. C'est-à-dire que quand on adopte des intensités de compression qui sont trop importantes, donc au-dessus des 25 millimètres de mercure, on n'est plus du tout dans les effets escomptés puisqu'on a du mal à supporter cette compression. Elle nous fait mal en fait. Elle n'est pas très agréable. Donc en gros, au-dessus de 25-30, on tombe même dans des effets délétères qui sont caractérisés d'un point de vue scientifique. Et puis quand on est trop bas, j'ai envie de dire, ça sert pas à grand chose parce qu'on compresse pas assez. Donc le juste milieu, et là il y a quand même un petit consensus scientifique, c'est autour du 15-20 millimètres de mercure appliqué sur les masses musculaires les plus sollicitées à l'exercice. Donc en course à pied, les mollets, entre 10 et 15 millimètres de mercure. On peut aller jusqu'à 20 millimètres de mercure. Au niveau des quadriceps, entre 15 et 20 me semble une intensité de compression optimale. Et ça marche plutôt bien parce que nous, avec l'équipementier Salomon, dans les premières études, on s'était penché sur des intensités qui oscillaient entre 10 et 15 au niveau des quadriceps et ça fonctionnait pas très très bien. Bon, on n'était pas sur les mêmes modèles expérimentaux, mais en 2015-2016, après l'étude de descente, bah, on s'est rendu compte quand même d'augmenter de 5 à 10 millimètres de mercure sur les masses musculaires les plus impactées, celles qui amortissent le plus les ondes de choc, donc les quadriceps. Ça fonctionnait plutôt bien. Donc j'ai envie de dire 15-20 millimètres de mercure sur les cuisses, hein, sur les quadriceps, 10-15 millimètres de mercure sur les mollets. Voilà. Alors, tu vas peut-être anticiper sur une des dernières questions, c'est-à-dire la typologie des vêtements compressifs, parce qu'on a des vêtements compressifs qui sont dégressifs, progressifs et Ouais. constants. Ouais. Et donc, ce qui marche plutôt bien, c'est l'adoption d'une intensité constante. Et bah super intéressant parce qu'on entend beaucoup, pareil, dans certaines marques mettent en avant les super avantages des compressions graduées, donc qui sont dégressives. Et là, tu vois, par exemple, ce que tu dis ne va pas exactement dans ce sens-là. Donc super intéressant. Et non, ma dernière question, ma toute dernière question qui va être très courte pour toi à répondre, je pense, c'est dans ce cas-là, demain, je suis trailer, moi, et imaginons, j'ai pas de vêtements compressifs. Lequel est le mieux à choisir entre les trois options que je te propose? Les manchons,
sur des quadriceps, des manchons sur les mollets. Donc, je vais avoir le genou et le creux poplité libérés, sans compression. Et j'ai 2 bouts de compressif en bas et en haut. Ou des full legs qui vont prendre en fait la jambe entière, vraiment du bas de la cheville au haut de la cuisse. Bon, alors là, c'est une réponse qui est très personnelle parce que j'ai j'ai vécu ces situations-là. Alors, le full leg, moi, je le supportais pas. Que le fait d'avoir le poplité de prix et d'avoir moins de mobilité articulaire, moi, ça me perturbait un petit peu. Je me projette un petit peu dans la philosophie de Stickford, c'est-à-dire qu'il y a une grande variabilité. Il faut essayer. Et il faut prendre les vêtements qui te correspondent le mieux, tout simplement. Donc, si j'étais trailer, bah, je pense que je prendrais plus, avec maintenant les connaissances que l'on a sur les vêtements compressifs, je m'orienterais plus vers des vêtements compressifs recouvrant les quadriceps. Voilà, parce qu'on sait que bah, les quadriceps vont amortir énormément d'impact et donc que ça peut avoir un effet bénéfique in situ, mais surtout dans le processus de récupération. Parce qu'en fait, ce qu'on avait montré dans l'étude de Sabine Erström avec JB Morin, c'était que le fait de porter des compressions pendant l'exercice permettait de mettre en place une forme de protection des masses musculaires. Et cette protection des masses musculaires s'intensifierait sur la phase de récupération. Donc ça, c'est super important. C'est porter pour préserver ensuite. Alors ça a un impact également sur les courses de très longue durée, sur les courses à étapes et même sur les phases d'entraînement où les sujets vont pratiquer 20-25 heures semaine. Je pense qu'il y a des stratégies vraiment à appliquer avec les vêtements compressifs sur des séances clés où on va traumatiser les masses musculaires. Donc, c'est assez intéressant quand même de les utiliser sous forme stratégique, ces manchons de compression. Et puis, pour revenir à ce que l'on disait au préalable, bah, cette stratégie, elle peut aller même jusqu'à entamer la phase de sommeil. On a vraiment une utilisation de la compression qui est très individuelle, mais qui peut être très bénéfique au regard des nombreuses données de la littérature dont on dispose. Eh ben écoute, c'est super clair et un échange, je pense, qui intéressera beaucoup les personnes qui vont nous écouter. Fabrice, je te remercie encore pour ton temps et d'être intervenu Merci à dans toi, ces 2 Cyril. épisodes sur la compression. Et du coup, alors la seule chose que je peux renvoyer les gens vers toi, c'est par exemple tes travaux scientifiques, puisque généralement il n'y a pas de, à moins que tes Twitter, si on veut suivre tes actualités scientifiques. Twitter, alors maintenant c'est X, c'est ça? C'est ça. C'est en plus, c'est vrai, je suis à la ramasse. Ouais, ouais, ouais. J'utilise pas trop le format X, mais par contre beaucoup Instagram. Donc ça m'arrive de communiquer via ce réseau. Mon laboratoire a un compte également X, donc on peut toujours nous contacter par ce biais-là. Sinon je réponds beaucoup aussi par mail. Au contraire avec plaisir. Ok, et ben je mettrai tous les liens dans la description. Encore merci pour ton temps et à très bientôt pour un autre sujet, j'imagine. Avec plaisir sur une autre thématique de recherche. Merci à toi. Au revoir.